Merci Madame la Présidente pour cette invitation. Messieurs et Mesdames, je vais vous mener dans une promenade à travers l'histoire de la Tunisie, jusqu'à de la préhistoire jusqu'à l'arrivée des Ottomans et comment s'y retrouver avec quelques repères. Pour beaucoup, l'histoire de la Tunisie commence avec les Puniques et la fondation de Carthage. Ce n'est pas vrai, le pays est beaucoup plus ancien que Carthage. L'affaire du squelette de la colline de Byrsa à Carthage peut nous mettre déjà la puce à l'oreille. En effet, en 1994, on a découvert de façon fortuite un squelette complet en très bon état de conservation au fond d'une tombe profonde de 4,70 m. Le matériel céramique de cette tombe a permis de la dater du VIe siècle avant Jésus-Christ. La reconstitution dermoplastique a permis d'obtenir ce jeune homme âgé d'une trentaine d'années, de type méditerranéen. Il a été baptisé par les archéologues Arish, parce que c'est un nom très utilisé par les populations amézires et qui signifie le désiré. Un petit problème, il ne serait pas phénicien. L'étude de son ADN mitochondrial montre qu'Arish avait une série particulière d'allèles, l'appelée au groupe U5B2C1. Carthage ayant été fondée par les Phéniciens, l'appelé au groupe U5 a été cherché chez des Libanais. Aucun ne l'avait. Ce sous-groupe est connu pourtant de nos jours en France, dans les îles Britanniques, en Allemagne ainsi qu'en Espagne. Le problème donc devient beaucoup plus complexe pour savoir qui peuplait la Tunisie et on est en droit de savoir qui étaient les premiers Tunisiens. On commence par la première époque, qui est la préhistoire, donc les temps où il n'y avait pas d'écriture. La préhistoire commence par une phase qui s'appelle le paléolithique, qui commence à moins 2 millions et se termine vers moins 8000. Une phase initiale dans le paléolithique est appelée le paléolithique archaïque ou le paléolithique inférieur. On trouve quelques traces d'Homo habilis à Ain Bremba dans la région de Gbeli et qu'on date de moins de 2 millions d'années avant notre ère. Puis quelques traces aussi d'Homo erectus, celui qui a découvert le feu, à El Marta Erzaïf, daté de moins 300 000 à moins 100 000 ans. L'épipaléolithique comporte deux faciès, le moustérien et l'attérien. Le moustérien, qui s'est déroulé vers moins 40 000, comporte une découverte assez originale, consistant en un dépôt de boules, de silex, de dents de mammifères et d'ossements. On a interprété comme un témoignage de dévotion à l'égard du génie de l'eau, source de toute vie. C'est le plus ancien, dans ce cas-là, édifice religieux connu dans le monde. Le paléolithique récent, donc qui est plus proche de nous, de moins 25 000 à moins 8 000, c'est une période où apparaît l'Homo sapiens en Tunisie. Cette apparition se fait avec deux types, l'ibéro-maurusien et le capsien. L'ibéro-maurusien apparaît dans les zones littorales du nord de la Tunisie jusqu'au Maroc. L'homme capsien est présent dans les plaines continentales où abondent les marécages dus à un climat encore humide. Nous avons deux crânes plutôt d'ibéro-maurusien et on note des arcades orbitales saillantes et aussi l'ablation des incisives. C'est un trait culturel de ce groupe d'habitants de la Tunisie. Il y a eu quelques échanges entre l'homme du Capsien et l'ibéro-maurusien. L'ibéro-maurusien s'est inspiré de la façon de laquelle le Capsien travaillait les silex, mais il est très vite revenu à ses outils de pierre. Il avait un sens, cet ibéro-maurusien, avait un sens évident de la cohésion du groupe. Un squelette trouvé à Taforalt au Maroc, c'est à côté de Oujda, d'une femme qui avait la clavicule et les deux avant-bras brisés, mais n'a pu
mais a pu survivre à cet accident et a eu le temps de développer une arthrose cervicale. L'aspect décal des avant-bras fait penser qu'il était resté paralysé complètement du membre supérieur gauche et partiellement du droit. Ce qui fait dire à Dasplug que la survie prolongée de cette blessée grave suppose non seulement qu'on ne l'a pas supprimée comme bouche inutile, mais encore qu'on l'a soignée et assistée pendant longtemps. Il est beau, l'ibéro-mérovingien. Mais il y a plus beau, c'est le capsien. Vous voyez, le capsien, c'est pratiquement l'homme moderne. Si on... Si on fait attention... Oui, s'il vous plaît. Ce pointeur, le bouton qui est juste là, en principe. Non, non, vous faites avancer les diapos. Non, laissez voilà. Le voilà, pardon. C'est juste là. Celui-là. Celui-ci, celui du milieu. Parfait. Alors, pardon, c'est un peu chamboulé les diapos. Le capsien, si on fait attention à son crâne, on voit que c'est un crâne d'homme moderne. Les orbitales ne sont plus aussi saillantes et le menton n'est plus aussi fuyant. Le matériel archéologique associé au capsien confirme l'origine méditerranéenne de cette population. Il existe une troublante analogie des outils qui rappellent ceux qu'on trouve à l'est du Kenya. On suppose qu'il y a eu un métissage plus ou moins important avec des peuples africains. Entre 6000 et 4000, le capsien occupe une grande partie de l'espace maghrébin. Et il est considéré comme la population souche des Berbères. Les sites du capsien sont souvent signalés par des monticules de cendres et de coquilles d'escargots. On les appelle les ramadillettes. Le singulier est ramadilla. On a une ramadilla en plein centre urbain, banlieue de Gafsa. L'homme du capsien assurera la transition de l'Afrique du Nord vers l'ère néolithique par son agriculture rudimentaire et par la fabrication de la céramique et la domestication des animaux. Et on a le matériel de silex que produit le capsien et on voit tous les détails avec lesquels il élabore des tranchants. Ce que ne faisaient pas les libéraux-mérovingiens, plus limités dans la fabrication d'outils en pierre. Des figurines capsiennes montrant un rudiment de sculpture et aussi la décoration des œufs d'autruche. Le néolithique est une phase de grands progrès technologiques et sociaux à partir de 6000 et jusqu'à 2000. Les populations littorales au 6e millénaire, donc les descendants des Ibéro-Mérovingiens, commencent à voyager à travers la Méditerranée et vont chercher l'obsidienne à l'île de Pantelleria pour diversifier leur matériel lithique. La deuxième moitié du 3e millénaire, tous ces groupes, ibéro-mauriciens et capsiens, adoptent la culture du blé, de la vigne et de l'olivier. Les cultures céréalières permettent l'élevage de bovins. Puis, vers moins 1500, on introduit le cheval à partir de l'Égypte. L'habitat néolithique, ce n'est plus uniquement les cavernes et les abris sous roches, il y a l'habitat mégalithique, comme à Mactar, avec des maisons constituées de simples dalles de pierre. Et quand il recourt à l'habitat aux abris sous roches et aux grottes, il prend le temps de produire des dessins et des fresques comme celle-ci, celle de Ain Khamfous, qu'on estime entre moins 5000 et moins 2000, qui représente une scène de chasse de l'auroch. L'auroch, c'est cet animal... Oh, décidément. Désolé, je crois que... Attendez. Il y a le meilleur moyen. Voilà. Normalement, il y a un pointeur. Il ne marche pas celui-là? Si, si. Voilà. Vous voyez le bel auroch avec ses cornes horizontales. Maintenant, avec la fin du néolithique, vient l'époque de l'Antiquité. Et l'Antiquité
est marquée par l'arrivée des Puniques, donc l'arrivée des gens qui savent écrire, et l'écrit qui n'existait pas pendant les périodes préhistoriques, bien entendu. Les Puniques sont en fait les Phéniciens de l'étranger, ce sont des émigrés de Phénicie, ceux-là qu'on appelle les Puniques. Les premiers qui sont arrivés sur les côtes tunisiennes, vers la fin du deuxième millénaire, ont trouvé face à eux les descendants des Ibéro-Maurusiens sur le littoral et à l'intérieur des terres, les descendants des Capsiens. Ces peuples maghrébins se sont depuis des millénaires, quelques millénaires, constitués en tribus et disposant de leur propre territoire. Et on les retrouve cités dans les textes de l'Égypte ancienne en tant que l'Ibou, Meshwesh, les Ténès, les Garamantes. Les Ténès sont des habitants de la région de Tunis. Les marins puniques ont commencé à fréquenter donc les rivages tunisiens bien avant la fondation de Carthage. On en est sûr parce qu'on a une plaque de dédicace de la ville d'Utique datant de 1101 avant Jésus-Christ. Carthage a été fondée plus récemment. Elle a été fondée en 814 avant Jésus-Christ par la princesse Didon ou Élissa, fuyant Tyr. Carthage négociera le terrain que lui concéderont les habitants de la région de Tunis, selon la légende, en négociant la location d'une peau de taureau. Ils acceptent la location de la peau de taureau, l'espace d'une peau de taureau, puis Élissa se met à couper en lanières la peau de taureau et commence à délimiter le terrain de la concession. Bien entendu, c'est une légende, et elle payera pendant plusieurs années un loyer correspondant au territoire à ses seigneurs africains. Très vite, Carthage devient la plus importante des cités maritimes du monde méditerranéen, et si ce n'est du monde de l'époque. Et Rome, fondée en 753, ne cessera de lui disputer cet empire. La première des installations que réalisera Carthage sur le territoire tunisien est le cimetière, qu'on appelle le Tophet. Dans ce cimetière, on a trouvé une stèle qui a nui beaucoup à la réputation de Carthage. C'est la stèle présentant un prêtre tenant un enfant dans les bras. Les latins ont décrit ce genre de sacrifice. Ça a été relayé par les scientifiques qui ont écrit sur Carthage au courant du 19e siècle. Et la réputation de Carthage est devenue sulfureuse, comme quoi c'est une civilisation qui envoie au bûcher les premiers enfants mâles de chaque famille. Ce qui n'est pas le cas parce qu'on a trouvé plus d'os de poulet et de brebis et de moutons dans le Tophet que d'ossements d'humains. Et même si c'est des humains, ce sont des avortons. Le pilier de la prospérité de Carthage sont ses ports. Le port circulaire et le port militaire, et le port rectangulaire et le port commerçant. Et vous voyez que le port militaire a été mis au fond du plan d'eau pour pouvoir préserver le secret de l'armement de Carthage. La connaissance qu'on a de l'artisanat et de la vie à Carthage provient du mobilier de ces tombes. Ce sont des tombes profondes, remplies de mobilier pour pouvoir accompagner le défunt. Ce mobilier consiste en des coquilles d'autruche, des amulettes et aussi de bijoux qui sont des splendeurs au niveau technologique, étant donné que c'est des procédés très originaux pour pouvoir les élaborer. Et si vous voulez me poser des questions par la suite, je vous expliquerai en quoi il s'agit. Les autochtones, c'est-à-dire les gens de souche berbères, ont adopté la culture et le mode d'ensevelissement des Puniques. Et ils ont eux aussi développé des tombes à puits et offert des offrandes. Ici, cette tombe est une tombe du Sahel, et ici, c'est une radiographie d'un plat où l'offrande était une dorade. Donc, Carthage occupait toute une bonne partie du littoral de la Méditerranée, ce qui vraiment n'était pas du goût de Rome, et avait engagé des guerres pendant plus de 60 ans pour pouvoir détruire Carthage. De 264 à 241,
C'est la première guerre punique. Carthage perd la Sicile déjà. De 218 à moins 201 avant Jésus-Christ, c'est la deuxième guerre punique sous la conduite d'Hannibal qui franchit les Pyrénées puis les Alpes avec 50 000 hommes, 9 000 cavaliers et 37 éléphants. Il arrive au port de Rome mais ne parvient pas à s'en emparer. Il assiège pendant 8 mois et pendant son siège, Scipion, qui était très malin, débarque en Afrique pour détruire Carthage en 202 avant Jésus-Christ. Les Carthaginois rappellent en urgence Hannibal et l'engagement se fait à Zama. Carthage perd une fois de plus, malgré l'engagement des éléphants d'Hannibal, qui font un massacre dans la cavalerie et les fantassins romains, mais ce n'est pas suffisant. Les Romains étaient très motivés, ils avaient aussi un soutien stratégique des Berbères. Entre 149 et 146, c'est la troisième guerre punique. Carthage, affaibli, va résister pendant 3 années avant de se rendre. Scipion incendie, puis fait raser la ville. Il aurait mélangé du sel, la légende dit qu'il aurait mélangé du sel à la terre pour la rendre infertile. Ainsi débutent plusieurs siècles de domination romaine. Sous Rome, la province d'Africa est prospère du 2e au 3e siècle. C'est une prospérité agricole, l'Afrique est le grenier de Rome, un essor urbain avec de nombreux édifices, puis surtout une recherche du bien-être de la population par un approvisionnement en eau très perfectionné, aqueducs, citernes, fontaines et thermes domestiques. Notons qu'au milieu du IVe siècle, naît Saint-Augustin, dont la date de naissance est 354 et il décède en 430, qui acquiert sa formation à Carthage et devient un des plus grands théologiens de l'histoire du christianisme. La mosaïque, qui est un art initié préalablement par les puniques, mais dans une forme rudimentaire, se développe. Et on voit ici cette mosaïque représentant Virgile avec Clio, la muse de l'histoire, et la muse de la tragédie. Les loisirs, le théâtre, ici le théâtre de Douga, puis les jeux du cirque avec le Colisée d'Aljam. Et on voit que les jeux du cirque, ce n'est pas uniquement un spectacle, on y va aussi pour festoyer. Et cette mosaïque montre comment les Romains festoyaient pendant que les gladiateurs s'entretuaient. La religion, ils pratiquaient bien sûr leur religion. Ici le Capitole de Douga, dédié à la triade Jupiter, Junon et Minerve. Mais ils respectaient aussi les religions autochtones. On a un mausolée punique abritant la sépulture d'un chef numide à Douga. Nous avons eu aussi en Tunisie nos Vandales. Au 5e siècle, l'Empire romain d'Occident, donc Rome, la partie latine de Rome et toutes ses dépendances en Europe, ont été morcelés sous les assauts des peuples envahisseurs du nord de l'Europe. Ces Vandales de générique prennent Carthage en 439, deviennent la principale puissance navale de Méditerranée et s'installent dans plusieurs villes côtières. En 533, le roi Hildéric est abattu au cours d'un combat contre les Berbères près de Gafsa. Les Vandales finiront par se fondre dans la population locale numide. Le général Bélisaire, sous les ordres de l'empereur de Constantinople, débarque à Sousse pour rendre à Rome ses privilèges. Justinien, donc l'empereur, va devenir le maître de l'Africa. L'administration romaine est restaurée, l'église d'Afrique est mise au pas, et Justinien Ier fait de Carthage son diocèse d'Afrique. Les Byzantins pourchassent le paganisme, le judaïsme et les hérésies chrétiennes. Ils rétablissent l'esclavage dans l'Empire. Ils imposent de lourds impôts aux populations pour entretenir l'armée et l'administration. L'art devient à vocation religieuse. Ils imposent des décorations avec des mosaïques aux
au baptistère, aux tombes, etc. C'est dans le marasme et dans un état d'esprit de révolte que l'Afrique byzantine, bien avant sa prise par les musulmans, commencera à s'effondrer. C'est la période où l'histoire passe de l'Antiquité au Moyen Âge. Le Moyen Âge du 7e siècle au 14e siècle après Jésus-Christ. Les Omeyyades de Damas lancent la première expédition d'islamisation du Maghreb en 647. La reine berbère, la Kehna, est sous son aile toute la Numidie, fait face aux Arabes qui faussent les circuits commerciaux entretenus et depuis longue date par les Berbères. Et la résistance des Byzantins et des Berbères est telle qu'il faudra 2 autres expéditions pour qu'en 690, Urba ibn Naf al-Fihri fonde la ville de Kairouan. En 695, Carthage est assiégée par Hassan ibn Oman. Les Arabes ne résistent pas aux attaques de la Kehna dans le sud. Ils décident de se replier sur la Tripolitaine. Mais 695 sera une date à retenir parce que la Tunisie sera une province omeyyade et dirigée par Damas. En 750, les Omeyyades perdent leur califat et la Tunisie devient une province abbasside, autonome puis aghlabide. Les Berbères, supportant mal la domination arabe, trouvent dans le khawarijisme un cadre idéologique à leur révolte. Et entre 745 et 755, cette absence de pouvoir central conduira à l'éclatement du Maghreb en plusieurs États indépendants. En 790, l'État l'Ifriqiya passe officiellement sous la tutelle des Abbassides de Bagdad. Le calife abbasside Haroun al-Rachid confie la pacification de l'Ifriqiya à Ibrahim ibn al-Aghlab vers 779. Ibrahim ibn al-Aghlab, en 800, s'attribue le titre d'émir, s'installe à Kairouan et fonde la dynastie des Aghlabides. Et on voit le règne des Aghlabides, où l'Ifriqiya connaît une prospérité sans précédent. La Tunisie devient un foyer culturel avec l'arrivée massive de populations arabes et le rayonnement de la capitale de Kairouan. Les Aghlabides se dotent aussi d'une importante flotte de combat pour écarter le danger venant de la mer et colonisant en partie le sud de l'Italie, la Sicile et Malte. Et on a une vue de l'empire aghlabide vers l'an 900. C'est le temps des ribas. Ici, le riba de monastir, structure de défense et de religiosité. Édifié en 796 par les Abbassides, il est agrandi par les Aghlabides. Tunis se confirme dans son urbanisme, la Zitouna est achevée dans sa totalité et le port de Carthage est réactivé. Kairouan, capitale, devient une grande ville avec d'importants aménagements hydrauliques. C'est aussi un grand centre d'enseignement du Maghreb et un lieu de rencontre pour les poètes et les savants. Et ici sont les grands bassins de rétention d'eau pour l'approvisionnement de la ville. Et vous voyez le portique et le minaret de la mosquée de Kairouan. La salle de prière prend sa forme et son décor actuel, comme actuellement, et on voit la splendeur du mihrab avec les carreaux d'émail à reflets métalliques et la célèbre chaire de minbar qui date de la période aghlabide et qui n'est sorti à l'air libre que 2 fois dans sa vie, une fois pendant la période ottomane et une dernière fois pendant les inondations de 1969. La médecine est aussi développée pendant cette période et on voit une trousse de chirurgiens ou d'apothicaires et comme les 2 professions ont été mélangées, c'est l'un ou l'autre et c'est aux spécialistes de déterminer la vocation de cette trousse. Le mérite des Aghlabides était très important parce qu'il faut se rendre qu'au Xe siècle, faire constituer une ville aussi importante dans une zone aride est une prouesse. Et cette prouesse est surtout une grande maîtrise de l'eau. Cet hommage à l'eau est encore rendu de nos jours par les Kairouanais à travers Bir Barota et son chameau, ou plutôt sa chamelle. La Tunisie, sous les Fatimides, en 909, Obaïdullah al-Mahdi, qui prétendait descendre de Fatima Zahra, fille du prophète, mène une sédition contre les Aghlabides. Il se met à la tête des tribus Koutama de la petite Kabylie, dont il était l'imam, qu'il a converti à l'islam chiite. Avec les Fatimides, la rupture avec le califat abbasside sunnite
et consommée et sans retour. Il s'installe à Raqqa en premier lieu, ville de pouvoir aghlabide, en périphérie de Kairouan, où la population sunnite ne lui voue pas une grande soumission. Se sentant en totale insécurité, il quitte Kairouan et fonde Mehdiya sur une presqu'île plus facilement défendable. Et on voit des réalisations des Fatimides, le plan d'eau et le port médiéval jouxtant et à côté du port antique. Et bien sûr, le Borj de Mehdiya, qui est la caserne et la forteresse de défense de la ville. La révolte du berbère Bayezid d'Ilom Alan met le pays à feu et à sang sous les Fatimides. El Mansour écrase la rébellion en 947 et va fonder en 948, à quelques kilomètres de Kairouan, la ville de Mansouriya, qui devient la capitale. Voilà ce qui reste de nos jours de Mansouriya, juste la base des murs, parce qu'elle a été construite avec de la terre battue. Mais dans cette terre battue et dans ce site archéologique, on découvre des splendeurs. Ici, c'est le dinar fatimide frappé à Al-Mansouriya. Les Fatimides ne réussissent pas à soumettre durablement la population. En 973, ils finissent par quitter Kairouan pour le Caire, l'Égypte étant conquise depuis 969. Les Zirides, tribus de la Confédération des Sanégides, sont placés par les Fatimides pour gouverner l'Ifriqiya. L'empire fatimide, au moment où il quitte la Tunisie, s'étend du milieu de l'Algérie jusque vers la Syrie et descendant au plus bas de la péninsule arabique. Un début de millénaire quand même difficile pour l'Ifriqiya. Les Zirides déclarent leur autonomie et régneront sur l'Ifriqiya pendant 85 ans. Un grand nom est associé à cette dynastie, El-Mu'azz ibn Bédis, qui régna de 1015 à 1062. Au début, à partir de Kairouan. Et une de ses réalisations, c'est cette claustra, c'est-à-dire ce bois délimitant une aire de prière dans la mosquée de Kairouan, et qui s'appelle la Maqsoura del Mu'azz, qui est une splendeur dans la réalisation. Et certains arts de sculpture, et aussi, c'est dans ce moment-là qu'on façonne le célèbre manuscrit sur parchemin bleu à l'écriture dorée. En 1057, les Zirides quittent Sabra al-Mansouriya pour Mehdiya, marquant ainsi la fin du pouvoir fatimide en Ifriqiya. Pour les Fatimides, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. En représailles, les Fatimides accélèrent l'invasion du Maghreb par les Banu Hilal et Banu Sulaym. L'Ifriqiya sera morcelée et une multitude de fiefs dont les princes payent des tributs aux chefs ilaniens qui contrôlent leur zone. On a aussi les Vandales qui se mettent dans la partie. En 1135, le roi normand Roger II s'empare de Gerba. En 1148, ce sont Mehdi et Sous et Sfax qui tombent aux mains de ces Normands. Durant cette époque trouble, Tunis, gouvernée par les Beni Khourassen, est épargnée jusqu'en 1159. Les Vandales seront progressivement chassés par une flotte almohade de 200 000 hommes. En 7 mois, les Normands sont évacués de Tunisie et même de Sicile. En 1160, Mehdiya, leur dernière place forte, est prise par les Almohades. Qui sont ces Almohades? Ce sont des moines guerriers, semblables aux Templiers ou aux Hospitaliers chrétiens, très hostiles au chiisme, perçus comme une hérésie, ainsi qu'à l'arabité. Partant du Maroc, ils unifieront tout le Maghreb. Ils colonisent Marrakech et ses royaumes, puis ils passent vers l'est jusqu'à la Tunisie. En 1207, ils confient la gouvernance de l'Ifriqiya à leurs vassaux de la tribu berbère des Hentet du Haut-Atlas. Le chef de cette tribu, Abou Fahs Omar, était l'un des plus fervents soutiens du premier calife almohade, Abd al-Mumin. En 1228, Abou Zakaria Yahya, fondateur de la dynastie, déclare son autonomie et prend Tunis pour capitale. Tunis acquiert ses titres de noblesse, la Kasbah, héritée des Almohades, domine la ville et accueille le siège de la nouvelle dynastie. Et on voit le minaret de la mosquée de la Kasbah dans le pur style almohade, rappelant celui de la Giralda à Séville. L'aménagement d'un arsenal et de nombreux fondouks pour les marchands chrétiens rappelle la vocation méditerranéenne de Tunis. Dès le milieu du XIIIe siècle, la Tunisie accueille plusieurs vagues de réfugiés andalous. Quelques événements marquants de la période hafside. En 1270, Saint-Louis s'attaque à l'Ifriqiya, mais l'aventure des croisés se solde par un échec et le monarque français trouve la mort à Carthage.
En 1332, naissance de Abdelrahmed ibn Khaldoun, célèbre historien et théoricien de la civilisation. La fin du XVe siècle, période de déclin politique. Et surtout par le débarquement et l'installation de Barberousse à Bizerte pour mener ses courses contre les navires chrétiens au large du Maghreb. À l'appel du pape Charles Quint, prend le commandement d'une flotte de 400 bateaux pour faire tomber Tunis, qui se rend le 14 juillet 1435. Cette prise de Tunis est documentée par un ensemble de tapisseries, ici la prise de la Goulette, et on voit dans le détail sur la partie extrême les vestiges de l'aqueduc romain qui venait de Zagouan pour alimenter la ville de Carthage pendant la période romaine. Les Espagnols occupent Tunis et plusieurs villes côtières tunisiennes pendant 60 ans. Ici, le fort de Chikli dans le lac de Tunis pour contrôler à la fois Tunis et la Goulette. La Tunisie hafside se termine avec l'arrivée du sultan turc qui vole au secours de Tunis. Il dépêche sa marine sous la conduite de l'amiral Sinan Pacha. Tunis sera libérée et la Tunisie deviendra pendant 3 siècles une province ottomane. Ici se termine ma promenade et j'espère que j'ai été instructif.